Elle m'a demandé si j'avais peur qu'elle meure sous un pont, comme un chien errant. Le salon sentait les médicaments et la poussière. J'ai regardé la vieille photo sur la cheminée. J'avais 5 ans, mon frère Marc en avait 3, notre sœur Alicia n'était pas encore née. Nous rions. À l'époque, je ne savais pas encore ce qu'était la trahison. Elle était agenouillée, ses doigts s'enfonçant dans la moquette. Sa voix tremblait lorsqu'elle a dit que j'étais son dernier espoir, que je devais faire preuve de compassion, comme elle me l'avait appris étant enfant. Je me fus approché de la fenêtre. La pluie coulait sur la vitre, comme les larmes du ciel lui-même. 30 ans de silence. 30 ans de douleur se sont serrés en une boule dans ma gorge. Je me suis retourné vers elle et j'ai dit très doucement que la compassion était morte avec Alicia et Marc, et que la seule chose que je pouvais lui souhaiter était une mort rapide, parce que la rue ne lui ferait pas de cadeau. J'ai quitté la pièce sans me retourner. Ses sanglots m'ont poursuivi dans le couloir, mais à ce moment-là, je n'ai ressenti ni joie ni triomphe, seulement un calme glacial. La sentence avait été rendue. Si vous avez été trahi par celle qui vous a donné la vie, cette histoire est pour vous. Si votre enfance vous a été volée et qu'on vous a forcé à vous taire, restez jusqu'au bout. Écrivez silence dans les commentaires si vous comprenez de quoi je parle. Ce n'est que le début. Mon premier souvenir de la trahison sentait le muguet et la poussière. J'avais 4 ans. Ma grand-mère rangeait mes affaires dans une petite valise à l'effigie d'un ourson. Je ne comprenais pas pourquoi je devais aller dormir chez eux, dans la maison d'en face. Ma mère était assise sur mon lit, mais elle ne me regardait pas. Son regard était fixé sur le mur, au-delà duquel dormait mon frère nouveau-né, Marc. Je pleurais, la suppliais de me laisser rester, lui promettais d'être très très sage. Elle m'a répondu, sans me regarder, que chez mamie j'aurais plus de place pour jouer, qu'ici c'était trop bruyant et trop petit. Sa voix était plate, sans vie, comme celle d'un robot. Quand j'ai demandé où était ma peluche, elle a simplement dit que mamie l'avait déjà apportée et m'a ordonné d'agir en grand. Pour un enfant de 4 ans, cela ne voulait qu'une chose, cesser de ressentir. Le lendemain matin, je l'ai vue par la fenêtre, en train de donner le petit déjeuner à Marc dans la cuisine de notre maison. Elle lui souriait. Un sourire qui m'était refusé depuis des mois. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais été échangé. J'étais la vieille marchandise dont on se débarrassait pour faire de la place au nouveau modèle. J'étais assis sur le lit de ma grand-mère et je regardais la porte. Peut-être qu'elle allait changer d'avis. Peut-être qu'elle allait réaliser que je lui manquais et qu'elle allait venir me chercher. Je me promettais de ne pas m'endormir pour être prêt quand elle viendrait. Mais elle n'est pas venue, ni ce soir-là, ni le lendemain. La porte est restée fermée. Et puis j'ai simplement arrêté d'attendre. Quelques mois plus tard, il est entré dans nos vies, le nouveau mari de ma mère. Avec lui, l'indifférence verbale a cédé la place à la violence physique. J'ai fait la connaissance de sa ceinture peu après son arrivée. Le prétexte pouvait être n'importe quoi. Un verre oublié sur la table, un rire trop fort, simplement un mauvais regard. Un jour, après une nouvelle raclée, j'ai couru chez mon grand-père, le nez en sang. Il m'a assis sur une chaise sans un mot, a mouillé un torchon à l'eau froide et a commencé à essuyer mon visage. Je lui ai demandé, entre mes larmes, pourquoi il ne l'arrêtait pas, pourquoi ma mère laissait faire ça. Il a baissé les yeux et a marmonné quelque chose sur le fait que il avait eu une vie difficile, que ma mère était très fatiguée et que nous ne devions pas les énerver. Il ne me regardait pas, et dans sa voix, j'ai entendu pour la première fois, non pas de l'impuissance, mais de la peur. À cet instant, le dernier pilier de mon monde s'est effondré. Mes protecteurs avaient peur de ceux qui étaient censés me protéger. La cage s'était refermée. Le rêve était brutalement interrompu par la voix du tyran qui hurlait depuis le couloir que la maison n'allait pas se nettoyer toute seule. Mes samedis n'étaient pas des jours de jeu, mais des journées de travail qui commençaient avant le lever du soleil. Dès l'âge de 8 ans, j'étais responsable de tâches qui dépassaient largement mes forces. Il m'ordonnait de grimper sur le toit mousseux de la vieille grange pour nettoyer les gouttières encrassées par les feuilles mortes et la terre. Je me souviens de la sensation du métal froid et humide des échelles sous mes doigts, et de la façon dont mes muscles tremblaient sous l'effort et la peur du vertige. En bas, dans le jardin, je pouvais voir ma mère étendre le linge. Elle ne levait jamais les yeux vers moi. Son indifférence était une seconde chute, bien plus dangereuse que la première. L'odeur des feuilles pourries et de la terre détrempée dans les gouttières me donnait la nausée. Le pire, c'étaient les sons. Le vent qui sifflait dans mes oreilles, les cris des autres enfants du village qui jouaient au football dans le champ voisin. Leur rire était une torture, la bande-son d'une enfance normale qui m'était refusée. Je restais là-haut, le dos courbaté, les doigts gelés, à remplir des seaux de boue, tandis que le tyran me hurlait depuis le sol de faire plus vite, d'être moins maladroit. Il m'appelait « la petite main » avec un mépris qui glaçait le sang.
Un jour, quand je taillais une haie avec un sécateur trop grand pour mes mains, la blade a dérapé et m'a entaillé la paume. La douleur a été vive et le sang a coulé abondamment. Je suis rentré à la maison en courant, tenant ma main serrée. Le tyran m'a attrapé le bras et a examiné la coupure d'un air dégoûté. Il a grogné que j'étais décidément bon à rien, avant de jeter un pansement dans ma direction en me disant de ne pas faire de cinéma. Ma mère, qui passait par là, a jeté un coup d'œil rapide à ma main et a soupiré, comme si je lui infligeais une nouvelle corvée. Elle a murmuré qu'il fallait être plus prudent, puis elle est sortie de la pièce. Personne ne m'a serré dans ses bras. Personne ne m'a demandé si j'avais mal. La violence physique a guéri, mais la certitude d'être invisible, d'être un outil et non un fils, s'est enfoncée un peu plus profondément en moi. Je regardais le sang sécher sur ma main et je me demandais ce que j'avais fait de mal pour mériter ça. Les autres enfants à l'école parlaient de leur week-end au parc, de leurs cadeaux d'anniversaire. Moi, je devais inventer des histoires sur des promenades en famille pour cacher la honte. La honte de n'être personne. La honte d'être le fils que personne ne voulait. Je haïssais le tyran, mais par-dessus tout, j'haïssais ma mère pour lui avoir permis de faire de moi son esclave. Les années ont passé dans cette routine de labeur et d'humiliation. Chaque tâche accomplie, chaque reproche encaissé était une brique supplémentaire dans le mur de résignation qui grandissait autour de mon cœur. Je devenais fort physiquement, mais intérieurement, je n'étais plus qu'une coquille vide, programmée pour obéir et se taire. L'enfant qui rêvait du retour de sa mère était mort, remplacé par un adolescent qui ne rêvait plus que d'une chose, s'échapper. Puis vint la période qui précéda des tragédies. Un semblant de normalité trompeuse s'était installé. Ma mère avait eu une autre fille, Alicia. Malgré tout, un fragile instinct de protection envers ce bébé était né en moi. J'avais 14 ans, Marc en avait 12. Un samedi après-midi, on nous avait confié la surveillance d'Alicia, alors âgée de 2 ans, pendant que ma mère se reposait avec le dernier-né, Sam, et que le tyran regardait un match de football. La télévision hurlait. Marc et moi étions assis par terre, distraits. Alicia jouait à nos pieds avec des cubes en bois. La routine. Puis, un silence soudain a attiré mon attention. Le grattement des cubes sur le parquet avait cessé. J'ai demandé à Marc s'il avait vu Alicia. Sa réponse négative a déclenché une première étincelle de panique. Nous l'avons appelée, aucune réponse. La recherche a commencé. D'abord calme, puis de plus en plus frénétique. Nous avons regardé sous les meubles, dans les placards, rien. La porte-fenêtre donnant sur le jardin était entr'ouverte. Nous avons scruté le jardin, le toboggan, les buissons, rien. La piscine, son eau était d'un bleu tranquille, immobile. L'idée qu'elle ait pu y tomber nous semblait incongrue, impossible. Notre cerveau refusait simplement cette éventualité. Puis, un cri a déchiré l'air. Un cri si perçant, si chargé d'horreur pure qu'il gelait le sang. C'était ma mère. Nous nous sommes rués dehors. La scène qui s'est offerte à nous est gravée à jamais dans ma rétine. Ma mère, agenouillée sur le béton de la terrasse, trempée, tenant dans ses bras le petit corps inerte et bleui d'Alicia. Ses hurlements n'étaient plus humains. Le tyran, penché sur elle, tentait un massage cardiaque, maladroit, inefficace. Mon père présent par hasard ce jour-là est sorti en courant de la maison, son visage décomposé par la terreur. Il nous a attrapés, Marc et moi, et nous a poussés de force à l'intérieur, nous ordonnant de rester là. De l'autre côté de la porte-fenêtre, c'était le chaos. Les sirènes des ambulances, les cris, les ordres hurlés. Mais dans le salon régnait un silence de cathédrale. Marc et moi, nous étions assis sur le canapé, paralysés. Nos regards se sont croisés, aucun mot n'était nécessaire. Nous savions. C'était de notre faute. Nous étions des gardiens indignes, des frères incapables. La honte qui nous a envahis à ce moment-là était plus lourde, plus toxique que toutes les brimades du tyran. Nous nous étions condamnés nous-mêmes. La suite n'est qu'un brouillard de chuchotements adultes, de visages graves et de regards évités. Alicia est morte à l'hôpital. Personne ne nous a explicitement accusés, Marc et moi. Il n'en avait pas besoin. Le silence accusateur qui a envahi la maison était une punition bien plus cruelle. La mort d'Alicia a scellé notre sort. Elle a officialisé notre statut de coupable, de fantômes errants dans les décombres de ce qui avait été, un jour lointain, une famille. Les années qui suivirent la mort d'Alicia furent un long hiver. La maison était devenue un tombeau où chacun errait comme une âme en peine. Marc, rongé par une culpabilité qu'il n'exprimait jamais, était devenu taciturne, colérique. Il cherchait la bagarre comme pour punir son propre corps d'avoir survécu.
Moi, je m'étais réfugié dans un silence de plomb, comptant les jours jusqu'à mes 18 ans, ma seule échappatoire possible. Puis vint l'accident de Marc. Une bagarre de plus, mais celle-ci se solda par une main broyée, nécessitant une opération chirurgicale lourde, des vis, des plaques, et surtout des antalgiques opiacés très puissants pour gérer la douleur atroce. Le flacon trônait sur sa table de nuit, une tentation permanente. Ma mère avait pour unique responsabilité de gérer ses doses, de veiller sur son fils blessé. Une responsabilité de plus qu'elle allait négliger. Ce jour-là, je rentrais du lycée, la tête pleine de projets d'échappatoire. Mon grand-père m'attendait devant le portail, chose rare, il n'eut pas besoin de parler. La façon dont il s'était affaissé, l'absence totale de lumière dans son regard, furent plus éloquentes que tous les mots. La voiture avança dans un silence épais, seulement troublé par le crissement des pneus sur le gravier. Aucun de nous n'osa prononcer un seul mot. En approchant de la maison, une odeur âcre et chimique, celle du désinfectant industriel, nous prit à la gorge. Puis ce furent les gyrophares. Les lueurs bleues et rouges balayaient la façade de la maison, indifférente, impersonnelle, comme pour un banal accident de route. Et je le vis. Un brancard. Sur ce brancard, une forme allongée, trop ride, trop immobile pour être vivante, recouverte d'une barche de plastique orange vif, la couleur qu'on utilise pour les débris, pour les déchets encombrants qu'il faut évacuer au plus vite. Ils avaient recouvert mon frère, mon dernier allié, ma seule raison de tenir dans cet enfer, comme on recouvre un gravat. Quelque chose en moi se brisa net, un câble trop tendu qui avait supporté des années de mépris, de coups, de silence, et qui finalement céda. Mais il n'y eut pas d'explosion, au contraire. Un calme étrange, glacial, m'envahit. La tristesse, le chagrin, la panique furent instantanément carbonisés, réduits en cendres par une colère d'une pureté absolue. Cette colère n'était pas un feu, c'était de la glace. Elle gela chaque larme, chaque sanglot. Je regardai la maison et je sus. Je savais qu'elle était là, à l'intérieur. Ma mère. Et à cet instant précis, un serment se forgea dans l'acier de ma rage. Ce ne serait pas une vengeance impulsive, criarde, ce serait une œuvre, lente, méthodique. Je lui ferais payer chaque sourire volé, chaque caresse refusée, chaque jour d'enfant saccagé. Je lui ferais goûter à l'amertume de chaque silence. Sa chute ne serait pas rapide, elle serait inexorable, et j'en serais l'architecte. Je ne me souviens pas être entré dans la maison. Je me souviens du visage de ma mère, décomposé, bouffé par les larmes. Elle tenta de se jeter dans mes bras, de chercher du réconfort. Je restais de marbre. Mon corps était là, mais plus rien à l'intérieur. Je la regardais comme on regarde un étranger encombrant. Je ne prononçais pas un mot. Mon silence ce jour-là fut la première pierre de mon édifice de vengeance. C'était bien plus cruel que tous les reproches que j'aurais pu hurler. Je venais de lui signifier son arrêt de mort émotionnel. Ma vengeance débuta non pas par un grand geste, mais par une petite omission. Quelques jours après l'enterrement de Marc, ma mère se plaignit de migraines insupportables. On lui prescrivit des comprimés. Je me souviens du bruit du blister sous mes doigts. Au lieu de lui en donner 2 comme indiqué, je n'en glissais qu'un seul dans le verre d'eau qu'elle tendait. Je la regardais avaler le comprimé, son visage crispé par la douleur. Elle me remercia d'une voix faible. Ce merci fut la première récompense de ma nouvelle mission. Plus tard, quand elle se blessa au dos et reçut des antalgiques puissants, mon œuvre prit une nouvelle dimension. La nuit, alors qu'elle geignait de douleur sur le canapé, je feignais un sommeil profond. Parfois, je me levais, je prenais le flacon et je versais une partie du contenu dans les toilettes. Je regardais les petits granules blancs tourbillonner avant de disparaître. Je ne ressentais rien, juste une satisfaction froide, clinique. J'étais le médecin qui administre un poison à dose homéopathique, attendant patiemment l'effet cumulatif. Ma vengeance était aussi psychologique. Lorsqu'elle tenta de se rapprocher de moi, de parler de Marc avec tristesse, je coupai court, changeai de sujet avec une froideur calculée. Je la privais de toute complicité dans le deuil. Je l'isolais. Je devins un expert pour retourner mes grands-parents contre elle, semant des doutes sur ses intentions, soulignant ses faiblesses avec une fausse bienveillance. « Elle n'est pas forte, tu sais, grand-père, elle va encore faire une bêtise. »
je creusais sa tombe avec les mots de ceux qui l'aimaient encore. Le jour où elle eut son accident de voiture, sous l'emprise des médicaments que j'avais contribué à rendre insuffisants puis trop forts, je jouais parfaitement mon rôle. À l'hôpital, face aux policiers, j'arborais un masque de fils inquiet et désemparé. À l'intérieur, je triomphais. Chaque regard compatissant des infirmières, chaque parole de réconfort du médecin était une victoire. J'avais réussi à devenir un fantôme dans sa vie, un parasite silencieux qui la détruisait de l'intérieur sans que personne ne puisse rien soupçonner. Les années passèrent. Mon œuvre avançait avec la lenteur implacable de l'érosion. Le tyran finit par disparaître de notre vie, emporté par ses propres démons. Ma mère, rongée par les douleurs chroniques que j'avais entretenues, par l'isolement que j'avais orchestré, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle survivait, accrochée à mes grands-parents qui eux-mêmes vieillissaient, usés par les drames familiaux. Puis vint la mort de mon grand-père, son dernier rempart, le pilier qui, malgré sa faiblesse, avait maintenu un semblant d'équilibre. Sans lui, ma mère se retrouva totalement vulnérable, financièrement et émotionnellement. Ma grand-mère, effondrée, n'était plus en état de s'occuper d'elle. C'est dans ce contexte qu'eut lieu la scène que je vous ai décrite au début. Elle était assise en face de moi, dans le salon aux rideaux tirés. Elle avait vieilli de 20 ans en quelques mois. Ses mains tremblaient en tenant son verre d'eau. Elle me parla de sa peur, la peur de la solitude, de la maladie, de finir sous un prong. Elle utilisa le mot « pardon ». Elle me supplia, au nom du sang qui nous liait, de ne pas l'abandonner. Je la regardais et je ne voyais plus ma mère. Je voyais l'architecte de tous mes malheurs. La femme dont la négligence avait tué Alicia. L'indifférence avait tué Marc. Je voyais le gardien de ma prison d'enfance. Le pardon, il était mort avec mes frères et sœurs. Le sang qui nous liait était le même qui avait coulé dans les veines de Marc quand son cœur s'était arrêté. Ce lien n'était pas une dette, c'était une condamnation. Je me levai. Je me postai devant la fenêtre, observant les stries de la pluie sur la vitre. Je lui dis alors que je partais, que j'allais m'installer dans un autre pays, très loin, que je ne reviendrais jamais. Je lui dis que la maison serait vendue, l'argent placé pour les soins de ma grand-mère. Pour elle, il ne resterait rien, pas un sou, pas un toit. Je me tournai enfin vers elle. Je prononçai les mots que j'avais répétés 1000 fois dans ma tête, mais qui, sortis de ma bouche, résonnaient d'une froideur définitive. Je lui dis qu'elle avait été une mauvaise mère, que ses actes avaient eu des conséquences, et que la conséquence ultime, c'était de mourir seule. Je lui souhaitais que ce soit rapide. Le silence qui suivit fut plus éloquent que tous les hurlements du monde. Son visage se décomposa, non pas sous le coup de la colère, mais sous le poids d'une vérité qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle se mit à pleurer, non pas en gémissant, mais par de profonds sanglots secs, comme si son âme se vidait de son dernier espoir. Sans un mot de plus, je quittai la pièce. Je traversai le couloir, j'ouvris la porte d'entrée et je sortis sous la pluie battante. Les gouttes glacées sur mon visage ne parvenaient pas à laver la sensation de tranquillité absolue qui m'envahissait. C'était terminé. Aujourd'hui, je vis à des milliers de kilomètres de là. Ma vie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. J'ai construit quelque chose de stable, de sain. Une vie basée sur le respect et la vérité, et non sur le mensonge et la peur. Parfois, je repense à cette dernière confrontation.
Je ne ressens ni triomphe, ni joie malsaine. Je ressens une forme de paix. La paix du devoir accompli. Non pas un devoir de vengeance, mais un devoir de justice. Une justice sommaire, imparfaite, mais la seule qui était à ma portée. Ma mère est encore en vie, je le sais. Elle vit dans un petit appartement, aidée par les services sociaux. Je ne lui ai jamais reparlé. Je ne sais pas si elle est repentante, et au fond soi n'a plus d'importance. Elle n'a plus aucun pouvoir sur moi. La peur qu'elle inspirait est morte. La haine qui me consumait s'est éteinte faute de combustible. Il ne reste qu'une indifférence définitive, qui est la plus grande liberté que j'ai jamais connue. J'ai appris que la plus grande vengeance, ce n'est pas de détruire l'autre. C'est de se reconstruire soi-même. Si solidement que les actions de l'autre ne peuvent plus vous atteindre. C'est de vivre une vie bonne, heureuse, en dépit de tout. Si vous vivez une situation similaire, sachez une chose. Vous n'êtes pas seul. Votre douleur est légitime, et votre priorité absolue doit être votre propre salut. Parfois, se sauver soi-même, c'est déjà la plus belle des vengeances. N'oubliez pas de partager cette histoire si elle vous a parlé. Écrivez liberté dans les commentaires si vous aussi vous avez choisi de vous reconstruire. Abonnez-vous pour ne manquer aucun témoignage.